Bonsoir tout le monde. Vraiment très, très, très heureuse de vous rencontrer. Je vais fermer mon cellulaire, comprenez-vous? De vous rencontrer ce soir. Mon premier contrat où je vois du monde, du vrai monde, dans un studio qui est aménagé pour l'occasion. Et je ne sais pas si vous êtes nouveau à cette formule qui sont les rencontres sur la terrasse. C'est la 3e édition, n'est-ce pas, Nicole? Alors, vous allez voir là aujourd'hui, il y a Jonathan qui est à la technique, il y a Nicole qui va me souffler les questions. J'ai mon premier invité de la saison qui est Étienne Boulay. Alors, Étienne, qu'on est très, très, très heureux d'accueillir ce soir. Moi, je suis comme j'ai l'impression d'avoir 18 ans et de commencer mon métier, puis je suis très, très, très fébrile. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Comment ça se déroule habituellement? Il y a sur la terrasse, à l'autre bout, Jonathan, tu peux-tu comme juste montrer aux gens les coulisses? Il y a plein de monde, une cinquantaine de personnes, et au bout, il y a habituellement, là, il y a une scène avec ces deux fauteuils-là, pas à 2 mètres. On peut se toucher d'habitude. Et là, on a réaménagé tout ça. Le public, vous n'êtes pas avec nous, mais vous êtes avec nous de cœur, en pensée, et on vous sent là, même si physiquement vous n'êtes pas là. Alors ça va se dérouler comme à l'habitude. On va être ensemble, Étienne et moi. On parle de sa vie, on parle de son livre, on parle de son parcours, et ça se veut des rencontres très, très, très inspirantes. Nous, le but, c'est que vous ressortiez de cet échange-là, de ces rencontres-là, qu'il vous reste un petit quelque chose dans votre tête qui, qui vous reste, OK, je m'entendais parler. Je me suis dit, bon, voilà. Qui vous reste en tête et dans votre cœur une empreinte que l'invité vous laisse qui va vous permettre pour le reste de votre vie d'avoir peut-être un plus, quelque chose qui va vous accrocher, une parole, une histoire, une proposition, une piste de réflexion. Alors là, tu as de la pression, mon cher Ben oui, Étienne. c'est ça, c'est quelle belle intro. Merci beaucoup d'être là. Très content d'être ici aussi. C'est excitant là pour la première fois depuis longtemps sortir de la maison. Vous avez un beau setup extérieur. On va jaser littérature, fait que ça me fait bien, bien plaisir. Merci de m'inviter. Ben, ça me fait vraiment plaisir que tu sois le premier invité. On a convenu de se vouvoyer, de se tutoyer, donc ne me trouvez pas impoli de tutoyer Étienne, puis toi aussi tu as la permission. C'est entendu. Alors Étienne, ce livre-là, ouais. dont on va parler, mais on va ratisser un peu plus large que le livre, on va parler de ta vie, le parcours d'un battant. Ouais. 2018, on est en 2020, donc il y a 2 ans, tu as ressenti le besoin de d'écrire ta vie. Pour quelle raison? C'était pas tant d'écrire ma vie. Tu sais, je pense avoir un parcours assez atypique là, dans le sens où je suis pas bien vieux, j'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis passé par toutes sortes de péripéties, certaines très, très positives, certaines un peu plus sombres. Puis, en fait, à partir du moment où j'ai osé parler ouvertement de certains de mes démons, les enjeux avec la dépendance que j'ai vécu, les idées suicidaires, même la tentative de suicide que j'ai fait il y a plusieurs années, le jour où j'ai osé en parler, la réponse a été absolument phénoménale. J'avais besoin de le dire pour me sentir mieux avec moi, me sentir moins hypocrite, puis me libérer de ce poids-là. Et la réponse des gens était absolument extraordinaire. Et non seulement ça, c'est que je recevais et je continue de recevoir des centaines de messages par jour, par semaine, de gens qui s'identifient à ça, qui ont peur pour leurs proches ou qui essaient de s'en sortir ou qui comprennent pas trop ce qui se passe puis ils se battent un peu comme un diable dans l'eau bénite avec ces démons-là. Quand tu parles de dépendance, pour les personnes là, qui connaissent pas ton parcours, ouais. C'est une dépendance à l'alcool puis aux drogues. Aux drogues et qui a commencé ça a commencé vers la fin de mon parcours avec les Alouettes de Montréal. Puis ça a duré un bon 6 ans, là, on and off, où je me suis... en fait, c'est que c'est sournois, c'est insidieux, puis tu finis par être accro sans trop t'en rendre compte. Puis là, quand tu t'en rends compte, il est trop tard. Mais tout ça pour dire que le jour où j'ai réalisé que ça pouvait aider les gens, puis ça pouvait me faire du bien à moi de me libérer, puis de tourner la page aussi une fois pour toutes sur cet épisode-là,
C'est là que j'ai décidé avec mon bon ami Marc-André Chabot, qui est l'auteur, qui est un ami de longue date, qui est aussi réalisateur, qu'on allait et faire la biographie et faire le documentaire qui allait avec. Et pour moi, c'était tout un travail, puis c'était une occasion pour moi d'aller gratter chaque bobo une dernière fois, puis ensuite de ça, tourner la page une fois pour toutes sur Quand on cet dit épisode-là. tourner la page, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on tourner la page, ça veut pas dire recommencer à zéro, c'est de poursuivre Ouais, d'une autre façon. ouais, c'est d'accepter que, OK, ça, c'est fait. Je me suis fait mal, j'ai fait mal à des gens, c'est arrivé. Là, je vais, tu sais, un peu, si on veut, boucler la boucle. Tu sais, j'en ai parlé, j'avais encore des blessures, j'y repensais, j'avais encore honte. Puis pour pouvoir t'en libérer une fois pour toutes, des fois, il faut que tu repasses à travers une dernière fois, même quand ça te tente pas puis ça fait mal. Puis ça a été un processus vraiment extraordinaire parce que Marc-André est un gars extrêmement rigoureux. C'est un gars qui m'aime beaucoup, mais on s'était entendu pour que ce livre-là ne soit pas tout rose. On voulait que ce C'est soit ça, la on voulait vérité. pas que ce soit juste les facettes Non, non, puis glorieuses de ta pauvre vie. Étienne. Non, non, il y a des bouts où, tu sais, en lisant ce livre-là, il y a des bouts où le monde m'aime pas. Puis c'est correct parce que j'en ai fait des conneries, tu sais. Puis ce qu'on voulait, c'était vraiment, une fois pour toutes, pouvoir me libérer de ça. Il y a un petit côté égoïste, tu sais, dans l'écriture de ce livre-là. Honnêtement, c'est à un moment donné, si tu veux aller de l'avant, faut que tu comprennes d'où tu viens, faut que tu fasses la paix avec le passé parce que sinon, tu vas traîner ça bien, bien longtemps. Puis j'étais tanné, puis je voulais plus faire ça. Mais c'est curieux que tu dises égoïste parce que c'est plutôt thérapeutique Ouais. et je pense que oui, le côté égoïste, peut-être que c'est pas tant égoïste que tu le fais pour toi, Ouais. mais aussi dans le but Ça pouvait d'aider les servir à gens. C'était pas d'autres juste aussi. Non, non, mais dans c'est un ça. but C'est altruiste. dans le sens où C'est- c'était gagnant-gagnant. Ça peut en aider d'autres, mais surtout la Ouais. première personne que j'aide en faisant ce processus-là, c'est moi. Donc, c'est là. Ça me permet aussi de. Tu sais, c'est pas juste des mauvais moments non plus. Là. Tu sais, C'est un parcours. c'était de faire la paix, oui, avec le côté sombre, mais aussi, pendant longtemps après ma retraite du football, j'ai continué à penser au foot. Tu sais, je continue à m'identifier comme un joueur de foot. Puis je continue à penser que j'étais capable de faire un retour au jeu. Puis à un moment donné, ça aussi, cette période-là, faut que tu te libères de ça. Là. Je ne suis plus joueur de football. J'ai vécu 19 belles années à jouer à ce magnifique sport-là. Mais là, il faut que je regarde en avant. Puis je suis qui aujourd'hui. Puis tu sais, ce que j'ai vécu me définit évidemment. Mais en même temps, là, je peux arrêter de regarder en arrière puis regarder vers l'avant. De continuer à avancer. Ouais. Tu t'as parlé de la honte. Ouais. Moi, ça m'intéresse ça, que tu t'exprimes là-dessus parce que pour quelqu'un qui n'a pas de dépendance, on entend souvent les gens qui sont passés par ce par quoi tu es passé parler de la honte, Ouais. puis c'est abstrait pour nous. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire la honte? C'est que tu avais honte d'avoir cette dépendance-là, tu avais honte d'être toi-même, tu avais ben en honte. fait, c'est que j'ai. Tu sais, puis la honte. Moi, j'étais un excessif perfectionniste. J'ai travaillé extrêmement fort pour en être où j'en suis aujourd'hui. Pour arriver à jouer pro, il a fallu que. Tu sais, j'étais un petit joueur de foot. J'ai pas la carrure, j'ai pas les aptitudes requises. Spontanément, tu me regardais pas puis tu faisais, aïe, lui va être joueur de foot pro. Donc, il faut que je me batte pour tout ce que j'ai. Tu sais. Et pour moi, quand je ne suis pas à la hauteur de ce que je suis capable de livrer comme performance sur le terrain, comme être humain en général, dans mes relations avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis, je m'en veux puis j'ai honte. Alors, la consommation, les drogues, l'alcool a fait en sorte que j'ai posé des gestes qui ont blessé d'autres personnes. Je n'étais pas à la hauteur de qui j'étais. C'était aussi pendant la période où tu sais, j'étais joueur de foot professionnel, c'est la pente descendante, mais je commençais à animer les Testeurs à Vrac, qui est une émission pour enfants. Donc, je suis supposé être un modèle de santé, parce que j'étais un athlète professionnel. Je suis supposé être un exemple pour les jeunes, pour la jeunesse, parce qu'ils m'admirent et ils me regardent à la télévision. Puis moi, à la fin des tournages, je rentre et je m'en vais me péter à la face. Je consomme de la drogue et de l'alcool. Fait que, Et tu caches ça. intérieurement, bien évidemment, tu veux pas que ça se sache parce que je suis une personnalité publique. Fait que, en façade, ça va, mais à l'intérieur, ça me rongeait, puis je me trouvais hypocrite, puis je me trouvais pas cohérent avec les messages que je donnais aux gens. Puis ça a fini par me tuer à petit feu un peu. Puis cette honte-là, à partir du moment où tu te reprends en main, ça s'améliore, mais
Mais en même temps, des fois, après, je dis n'importe quoi, mais après 6 mois, un an et demi, tu repasses devant un endroit que tu as connu dans ton ancienne vie, puis où tu entends une chanson, puis ça te rappelle des souvenirs, puis tu fais comme, ah, tu sais, tu te dégoûtes un peu. Euh, Puis à un moment donné, il faut que tu te libères de ça parce que c'est nocif. Tu sais. Faut que tu te pardonnes. Ben oui, faut que tu te pardonnes, faut que tu réalises que la personne que j'étais quand j'ai posé ces gestes-là, c'était un autre Étienne. Là, je suis ailleurs. Fait que, tu sais, je vais repasser une dernière fois à travers tout ça. Je vais en brailler une shot, je vais en avoir honte une shot, puis après ça, je vais faire la paix avec ça, puis je vais, tu sais, je vais aller de l'avant en ne traînant plus ce boulet-là. Là, tu en parles avec du recul. Est-ce que, quand on est dedans, là, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide? Est-ce que c'est Ben oui. long? Ben, tu sais, le parcours est différent pour tout le monde, mais moi, dans mon cas, j'étais très, très orgueilleux. Et toutes les situations dans ma vie auparavant où j'avais eu besoin de prendre du recul puis de réfléchir, je ne l'avais jamais fait en gang. Donc, moi, mon pattern, c'était de m'isoler, Puis t'organiser tout puis seul. de me faire une tête sans être influencé dans ma tête. C'est ce que je me disais. Je ne vais pas me laisser influencer par ma blonde, par mes amis, par mes parents. Je vais déterminer moi-même ce que j'ai besoin. Puis je vais ensuite de ça prendre la décision, puis je vais foncer. Euh, Puis ça peut fonctionner un temps. Puis à un moment donné, surtout au niveau des dépendances, c'était plus fort que moi. J'y arrivais pas. Puis je l'ai essayé de mille et une façons. Ça m'a pris 6 ans. Là. Je me suis battu là, on and off avec ces démons-là. Et qu'est-ce qui t'a pris 6 ans d'arriver vraiment à... Ben, tu sais, à un moment donné, la vie en général, c'est du essai-erreur. Puis il faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est juste que quand tu commences à répéter les mêmes erreurs over and over, sans arrêt, à un moment donné, il faut que tu viennes à la réalisation que ta formule, ta façon d'essayer de t'améliorer ne fonctionne pas. Puis peut-être essayer une qui a un taux de succès un petit peu plus élevé, c'est-à-dire, dans mon cas, c'était d'aller en thérapie. De groupe? Ouais, fait que j'ai fait ça. J'en ai fait 3. Tu sais, j'en ai fait 3 pendant cette période de 6 ans-là. Avec plusieurs ressourcements. Il y a des périodes ensuite où je me vendais l'idée que j'étais guéri puis que je n'avais pas de problème finalement, puis que c'était pas si pire que ça. Tu sais, c'est une drôle de maladie. La dépendance, c'est la seule maladie qui essaie de te convaincre au quotidien que tu n'es pas si pire que ça, que tu n'es pas vraiment malade. Tu sais, puis à un moment donné, tu te compares, tu te dis, ben, je suis pas itinérant, j'ai encore une famille, j'ai encore une maison, j'ai encore une voiture, j'ai encore de la job, mais tu n'es pas bien en dedans. Puis tu commences tranquillement à tout perdre. Fait que ça mène à, éventuellement. Et comment tu t'as expliqué cette mauvaise habitude-là, cette dépendance-là? Est-ce qu'il faut que tu retournes dans l'enfance? Tu sais, comment tu te l'expliques? Il y a les faits, mais il y a aussi la cause. Mais en fait, c'est que, tu sais, la dépendance, la substance que tu consommes, c'est comme l'outil que tu utilises pour patcher un manque ou un bobo quelconque. Un vide intérieur? Oui, absolument. Fait que, tu sais, je connais pas le pourcentage, mais tu sais, quand tu arrêtes de consommer, t'es pas guéri. Tu as juste arrêté de consommer, mais si tu vas pas fouiller plus loin, tu vas juste trouver un autre outil. Il y en a qui font des transitions de dépendance. Fait que c'est génial, ils arrivent à arrêter l'alcool puis la drogue, mais ensuite de ça, ils compulsent dans le magasinage, le sexe, peu importe, il y a plein d'autres façons de compulser. Ils vont pas à la source. Puis c'est des transferts de dépendance. Puis tant que tu vas pas scratcher plus loin les vrais bobos, puis ultimement, pour faire ça, bien souvent, tu vas avoir besoin d'aide de professionnels. Puis moi, c'est ce que j'ai eu besoin. Puis qu'est-ce que tu penses, si tu avais à résumer, là, sans entrer dans tous les détails de cette blessure-là, mais c'est quelque chose de profond que tu portais en toi, qui est de l'ordre... Moi, j'ai eu une belle enfance. J'ai pas eu d'épisodes spécifiques qui font comme, OK, tu regardes, tu sais, comme tout le monde, j'ai eu des passages plus difficiles, mais je pense qu'à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement excessif et ça m'a servi énormément dans ma vie et ça me sert encore. Par contre, j'avais jamais réalisé que ce trait de personnalité-là pouvait me nuire aussi. Pendant les premières 25 ans, 30 ans de ma vie, ça a fait en sorte que j'ai réussi à jouer pro, j'ai réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, ce trait de personnalité-là. Donc, moi, dans ma tête, ce n'était que positif. Et en transition de carrière, avec
ce trait de personnalité-là, être excessif, l'accumulation des commotions cérébrales, un vide intérieur. Je venais de me divorcer. C'était comme la tempête de Perfect Storm. Là. Mhm. Le Je me- cocktail ah parfait oui, je pour... me divorçais. J'étais. Tu sais, le foot t'amène aussi son lot d'émotions fortes. Et à un moment donné, quand tu prends ta retraite, tu cherches à retrouver cette espèce de high-là que tu avais sur le terrain, ce rush d'adrénaline-là. Puis, puis c'est pas en. Tu sais, en fait, moi, j'ai comme compensé dans l'alcool et la drogue pendant un bout de Tu temps. disais tantôt que c'est progressif, Ouais. puis tu t'en aperçois pas d'emblée, dès le départ. Puis comment, à un moment donné, on en arrive à dire, bon, ben là, ça y est, là, non seulement je suis accro, mais j'ai besoin d'aide. Moi, ça a été long. Il y en a qui arrivent avant, puis c'est tant mieux parce qu'ils se donnent une chance pas mal plus que ce que j'ai fait. Puis je suis très, très chanceux que beaucoup de gens se sont tassés, mais beaucoup sont restés aussi. Tu sais. Il y a plein de signes précurseurs. À partir du moment où tes proches commencent à déceler un changement de personnalité en toi, ou à partir du moment où tu te tiens plus avec le même monde, à partir du moment où tu te dis, regarde, je vais arrêter, puis tu t'arrêtes pas, puis là, tu te convaincs, finalement, c'est parce que, regarde, on est jeudi soir. On est jeudi soir, puis il fait beau. On est vendredi, puis il pleut. Toujours des Hey, on raisons. est lundi matin, puis ça me tente. Tu sais, comme, à un moment donné, tu vas toujours essayer de te convaincre. Mais tu sais, à partir du moment où tu te fais confronter pas mal par tes proches, à un moment donné, ça, c'est un signe. Il y a une façon aussi de, pas de calculer, mais tu sais, à partir du moment où tu n'es plus capable de déterminer la durée de ta cuite et la quantité d'alcool que tu vas consommer, quand tu n'es plus capable de déterminer ça à l'avance ou de tenir ce que tu t'étais dit, il commence à y avoir un problème. À partir du moment où tu annules des rencontres ou des activités qui tentaient de faire parce que tu es trop magané de la veille, tu annules des activités que tu aimes parce que tu n'es pas en mesure de récupérer, là aussi, il y a un problème. T'sais, fait que ça, c'est tous des signes qui sont apparus. Euh, mais moi, ça m'a pris du temps. Est-ce que c'est par orgueil? Est-ce que c'est par je voulais pas le temps me l'admettre ou je voulais toujours me garder une petite porte de Aussi, la perte sortie? du high, Ouais, ouais. tu sais, la La, peur la peur de l'inconnu. ouais. La peur, en fait, je pense que c'est ça le gros filon. C'est qu'on aime mieux des fois rester dans une situation qu'on n'aime pas, dans laquelle on n'est pas bien, parce qu'il y a quelque chose de confortable là-dedans, parce qu'on connaît l'odeur, on sait à quoi ça ressemble, même si t'es pas bien. Puis on a tellement peur de l'inconnu que ça nous bloque. Et tu sais, moi, je me souviens, là, j'ai 30 ans. Je vais arrêter de boire à 30 ans. La vie va être plate. Je vais faire quoi dans un souper? Je vais faire quoi dans un party de famille? Je vais faire quoi au resto avec mes amis? Qu'est-ce que je vais faire? Puis au contraire, c'est extraordinaire. Je continue d'aller dans un souper et dans un party. C'est juste que je suis lucide. Je me couche à une heure qui a de l'allure, puis le lendemain, j'ai pas honte. T'sais. Mais ça, tu le sais pas tant que tu l'essayes pas. C'est ça, ça peut créer un genre de désarroi parce que tu te dis, ma vie va être plate. Ben oui. Donc, c'est à quel âge exactement que tu n'as plus bu? Moi, c'est arrivé le 7, dans la nuit du 6 au 7 janvier Ouais. 2017. 2017. Ouais, ça a été ma dernière fois. T'avais. Là, j'ai 37, 37, donc 33. Ouais. Ouais. Ça a été la dernière fois. Puis est-ce que c'est. Je sais que le 6 janvier, à chaque 6 janvier, pour toi, depuis que tu es sobre, c'est Ouais. vraiment Ouais, on le sait. une Ben, en fait, journée bien émouvante. Tu sais, chaque milestone comme ça, c'est une façon de regarder en arrière. C'est important de garder le compte, mais en même temps, c'est que c'est un défi, entre guillemets, à recommencer à tous les jours. Donc, c'est dans le programme des alcooliques anonymes, on parle de 24 heures. Fait que, tu sais, ne pas boire pour 24 heures, parce que sinon, c'est trop loin. Tu sais, me dire, j'ai 37 ans, puis pour le restant de mes jours, là, que ça devient une montagne, puis ça peut créer de l'angoisse. Fait que, à coup de 24 heures, je suis arrivé à 1 an. Puis c'est important de le célébrer, parce que ça te permet d'être fier de toi, de regarder en arrière, de voir aussi comment que tes relations ont changé avec tes proches en peu de temps. Fait que c'est important pour moi de le souligner aussi parce que, de un, depuis que j'ai commencé à en parler, je trouve que ça me responsabilise. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui me regardent aller. Donc, je trouve Ça peut que t'aider cette même à tenir le responsabilité-là coup. moi, c'est ça, me donne un petit boost de motivation aussi. Puis je me dis que ça peut peut-être en inspirer d'autres à se prendre en main et dire, hey, tu sais, ce soir, vous rushez, vous avez de la misère. Mais regardez, en peu de temps, là, la vie peut vous amener des beaux cadeaux là, si vous faites juste prendre soin de cette petite affaire-là. Toi, si quelqu'un t'avait dit ça il y a 3 ans,
il y a 3, non, il y a Oui, 6 ans. 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi, ça. Si quelqu'un t'avait dit ça, là, Étienne, tu vas voir la vie va t'amener des beaux cadeaux, tu aurais accueilli ça de quelle façon? Euh, Tu sais, dans ton. tu sais, rendu en 2017, là, j'étais désespéré. Là. J'étais écœuré. Puis c'est la raison pour laquelle ça a fonctionné, je touche du bois pour que ça continue, c'est que j'étais tanné pour moi. Les premières fois, j'ai fait des thérapies, puis j'ai suivi des programmes pour un peu fermer la trappe de ma famille, puis essayer de montrer, regardez, je prends soin de moi, gang. Puis je le faisais pas vraiment pour moi, parce que je n'étais pas tout à fait convaincu encore que j'ai un problème. Rendu au mois de janvier 2017, là, ça n'avait plus de bon sens. C'est quoi la différence, le faire pour soi ou pour les autres? C'est que Ben, c'est que à un moment donné, tu arrives à un mur, tu peux plus ben, avancer. moi, j'ai chuté et rechuté souvent dans ce processus-là. J'ai fait, écoute, entre 2011 et 2017, j'avais déjà fait 1 an de sobriété, ou d'abstinence plutôt. Puis, fait que j'avais comme goûté un peu à ça. Fait que dans mes rechutes, je me raccrochais à me dire, hey, j'ai été capable de faire 1 an. Donc, ça, c'est ma base. Là. Ça, je suis capable de le refaire. Là, comment je peux le refaire, mais de meilleure façon? Fait que, dans l'espèce de désarroi puis le désespoir que j'avais en janvier, je me suis beaucoup accroché à hey, tu te souviens-toi comment tu te sentais bien pendant cette année-là, puis tu es capable d'y retourner, puis tu mérites mieux que de te sentir comme de la merde dans la vie. Fait qu'à partir du moment où j'ai trouvé que moi, je méritais mieux, ben, ça a commencé à bien aller. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Est-ce que c'est à partir du moment où tu as commencé à t'aimer de plus en plus? Est-ce que c'est ça l'élément Ben oui, déclencheur? c'est d'avoir un peu d'amour et de compassion pour soi, d'abord, mais tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain quand même, Dirais-tu que mais, tu en avais peu? mais j'avais, ouais, c'est sûr. C'est sûr que à force de faire des conneries, à force t'es fatigué, t'as honte de toi, tu n'as plus beaucoup de respect pour toi-même. Puis c'est la raison pour laquelle vous allez souvent entendre les gens qui ont eu des problèmes de dépendance, comme j'en ai eu, tu te brosses les dents et tu te regardes pas dans les yeux, dans le miroir, parce que t'es pas capable de te voir la face. Si toi, tu t'aimes pas, comment tu veux que ça aille bien dans tes relations avec les autres? T'sais? Quand tu dis plus de respect pour toi-même, Ouais, c'est accrocheur quand tu dis ça. ouais, puis on joue à l'autruche aussi. C'est Ouais. que la manée, tu veux pas t'asseoir puis t'attarder puis te dire, ben écoute, comment ça je suis pas capable de me sentir? Comment ça je suis pas capable de me regarder dans moi? Ça marche pas de même. C'est que, là, tu te gardes occupé, t'essaies, tu sais, C'est une escalade, ben probablement, oui, puis un cercle tu fais de vicieux. la Moins tu as fuite. de respect, plus tu vas dire, ben, c'est pas grave, Ouais, je vais rejeter, exact. c'est pas grave de rechuter et tout ça. Puis le respect, quand il commence à être intégré solidement, c'est lié à des prises de conscience du fait que tu te respectes pas. Qu'est-ce qui fait que le respect, à un moment donné, il devient un mode de vie? À un moment donné, il faut que tu l'essayes. Tu sais, moi, c'est ça la beauté d'une thérapie fermée comme j'ai faite. C'est que de un, ça te force à arrêter de consommer pendant 21, 28 jours, dépendamment Une des thérapie endroits. fermée, là, c'est que t'as pas, T'as pas accès à ta famille, t'as pas accès à ton téléphone, t'as pas pendant accès quoi, à rien. un mois? Certains centres, c'est 21 jours, certains centres, c'est 28 jours. Des fois, s'ils ont l'impression que tu n'es pas tout à fait prêt pour sortir, ils vont te garder plus longtemps. Fait que, grosso modo, 1 mois. Pendant ce mois-là, évidemment, tu ne consommes pas. Donc, tu te mets à réaliser à quel point tu peux être le fun, sobre, moins dépressif, plus plaisant. Puis pendant ce mois-là, évidemment, ils travaillent sur Tes les bobos, blessures, les puis tes... blessures, les trucs comme ça. Puis tout pour que tu puisses mieux, mieux embrayer la suite. Fait que ça aide beaucoup parce que tu goûtes un peu à ce que ça pourrait être au quotidien. Donc ça, c'est supposé évidemment te servir de motivation pour continuer à garder le cap et à continuer à vouloir t'améliorer. Puis dans un lieu aseptisé comme ça, puis clos, puis Ouais. sécure, est-ce que ça fait peur, l'idée de ressortir puis de te confronter le... Ben oui. Mais en fait, ça fait peur rentrer aussi, surtout quand t'es connu. Moi, je suis rentré. Je vais conter une histoire. C'est une vraie histoire. La première thérapie que j'ai suivie, c'était en 2011. J'ai 3 coéquipiers au foot aux Alouettes qui m'ont confronté, qui m'ont rentré. Le docteur des Alouettes était de connivence avec eux aussi pour m'aider. Puis le club était au courant, puis ils m'ont rentré en thérapie. Et j'arrive là-bas, les boys me reconduisent, je sors du camion, puis je rentre dans le centre. Puis un des résidents qui était déjà là depuis quelques jours, quelques semaines, me regarde, il fait « Ah, Étienne Boulay, tu t'en viens nous donner une conférence? » Oh mon Et là, Dieu. moi, je suis détruit. Tu sais, je vais pas bien, j'ai honte. Fait que je fais juste dire « Non,
je suis ici comme toi. Puis, tu sais, je suis parti. Puis là, ça, c'était mon accueil en thérapie. Fait que j'ai eu vraiment, vraiment honte de ça. Je l'ai caché, évidemment, au public pendant des années. Puis c'était correct aussi. C'était là que c'est ce que je pensais qui était le mieux pour protéger l'équipe, pour protéger ma famille, pour protéger tout le monde. Mais une fois en thérapie, c'est ça. C'est que tu es pris en charge, tu as des ateliers. T'entends parler de la misère des autres aussi un peu. Tu sais, fait que des fois, ça te sort de ton petit nombril, puis Mais ça sort de l'isolement, puis de la ouais, souffrance, puis de la exact. honte. Quand tu Puis vois tu plein de gens qui ont t'identifies à honte. d'autres personnes, puis Mm. tu sais, puis à travers ces jasettes-là, tu découvres d'autres horizons, puis il y a de quoi de bien, bien positif là-dedans. Le mode de vie des alcooliques anonymes, pas le mode, mais les étapes. La première étape, c'est de reconnaître Ouais. Ben, c'est qu'on ça a le un plus problème. important. Toi, est-ce que cette étape-là a été difficile Oui. à... Moi, elle est venue comme en deux parties. Tu sais, il y a admettre que tu as un problème et accepter que tu as un problème. L'admettre, j'avais aucun problème. C'est sûr que j'ai un problème. Regarde-moi aller. Mm. Je pars le soir, je rentre pas pendant 2 jours, je fais telle niaiserie, je me tiens avec telle personne. À la fin, je me tenais même plus avec du monde. J'étais juste moi tout seul avec ma drogue. Clairement, je peux pas admettre que j'ai un problème. Tu niais pas, tu Non. l'admettais, mais Mais l'accepter, l'accepter, ça, c'est une autre paire de manches. Puis ça m'a pris du temps. c'est quoi? Je comprends la différence, mais explique-nous-la au point de vue émotionnel. Accepter, c'est comme quasiment d'être en paix avec ça, de faire comme. Comme si c'était une maladie, puis de Ouais, dire, ben, regarde, c'est c'est- pas... j'ai je- ça. pas- J'ai ça, puis Mm. c'est correct, puis je vais vivre avec, puis je vais m'arranger. Non, c'est pas correct, je l'acceptais pas. Peut-être, puis ça, c'est une autre extrême, puis quelqu'un qui vit un deuil, tu vas admettre que ta partenaire, ton conjoint est décédé. Mm. Est-ce que tu vas l'accepter? Non, tu vas peut-être être en frustration envers la vie, tu vas peut-être être en frustration envers la voisine qui, elle, a encore son mari. Tu La vas peut-être nuance est super intéressante, Fait, puis ça va fait aider qu'à bien un du autre, monde aussi. à un autre niveau, moi, à 30 ans, me dire je suis un alcoolo fini, je suis pas capable de consommer comme les autres, ça me faisait chier. J'étais en frustration avec ça. Puis tranquillement, pas vite, à un moment donné, j'ai commencé à réaliser, ben regarde, c'est pas si pire que ça. Là. Je pourrais avoir plein d'autres maladies qui sont incurables. Celle-là, j'ai quand même un petit peu de pogne dessus et il y a des solutions. Mais ça a pris du temps. C'est ça, il y a des solutions, puis en plus, c'est pas fatal. Ben non, mais ça peut le devenir, dans le sens où. Mais si tu te Tu sais, prends en il y main, a des- tu ça sais peut- que tu peux ne pas... Ouais, tu sais, ouais. il y a plein d'histoires à succès de gens qui se sont repris en main. Dans notre star système québécois, il y en a plein. Fait que, tu sais, des inspirations du genre, il y en a beaucoup. Et, En as-tu, toi, après ou pendant, ou des personnes qui t'ont inspiré? oui, moi, ben, il y a plein de monde tu sais, que je regardais aller. Quand je suis arrivé en 2011, on m'a présenté Sylvain Marcel, Oui. qui s'était repris en main. Puis la raison pour laquelle j'ose en parler, c'est parce qu'il en a parlé lui-même Ouais, ouvertement. le comédien Ouais. Sylvain Marcel. Puis Sylvain m'a tendu la main, a essayé de m'aider, mais j'étais pas prêt. J'étais pas rendu là. Puis à un moment donné, ben, tu sais. Quand tu dis Sylvain m'a tendu la main, c'est comment ça se passe? Il t'appelle, il dit écoute, Ouais. Étienne, j'ai entendu dire que c'est un ami qui te le présente. Comment ça se passe quand quelqu'un qui est sorti de la dépendance tend la main à une autre personne? Souvent, c'est parce que, en fait, souvent, ce qui est arrivé, c'est que j'ai des amis, des proches qui, eux, ne sont pas alcooliques, ne sont pas dépendants, puis ils savent aucunement comment gérer ça. Fait qu'ils demandent à quelqu'un, moi, je connais un tel, jase avec, essaie de nous mettre en contact. C'est une belle preuve d'amour des gens qui nous entourent, d'essayer de nous amener de l'aide, puis de quelqu'un à qui on pourrait possiblement s'identifier. Fait que Sylvain en a fait partie. Maxime Martin aussi. Donc, la personne t'appelle. Ah oui, puis là, c'est malaisant. Tu te rencontres. Ouais, c'est ça, c'est malaisant. Ben, en fait, peu importe l'aide que tu peux recevoir, que ce soit d'une personnalité connue ou pas, si t'es pas réceptif, ça t'aidera pas. Puis moi, j'étais pas réceptif. Mais qu'est-ce que tu leur disais? J'ai moi, pas besoin ou tu riais? Non, je niais. Okay. C'est pas si pire, c'est ça. Sylvain, j'avais fait... je l'avais rencontré une couple de fois, mais à un moment donné, moi, je pensais que après les rencontres, là, ouais. Bon, tu niais, puis tu n'étais pas ouvert, puis tu n'étais pas nécessairement disposé. Mais est-ce qu'il restait un petit quelque chose qui faisait son chemin? Mais c'est clair. En fait,
à partir de la toute première thérapie, même si je suis allé pour d'autres, ensuite de ça, tu consommes plus jamais librement parce qu'on t'a dit que tu as un problème. Tu as semi-admis que tu as un problème. Donc, ta consommation, tu Et n'apportes plus plus jamais. le high escompté. Non, mais la liberté de juste prendre un petit verre de vin, prendre une gorgée, ça n'existe plus à partir de ce moment-là. Parce qu'à chaque fois que tu prends une gorgée, tu te dis, je suis pas supposé. Puis c'est inconscient. Fait que tu n'es jamais complètement libre de profiter de ton drink et de ta soirée. Tu es toujours après D'où calculé. l'idée que là, tu commences le parcours de pouvoir t'en libérer. Ben oui. Puis là, c'est là que... je revenais sur quand tu dis que les gens, le docteur Les alouettes. des alouettes, qui a dit, bon, là, il faut que tu ailles en thérapie. Ça se passe comment, ça? Est-ce que ça se prépare longtemps à l'avance ou il t'amène de force? Puis... Ben, ils peuvent pas t'amener de force parce qu'il faut que ça soit faut que ça soit ton processus à toi. Ils peuvent fortement te suggérer, ce qui était le cas. Mais ça n'a pas été fortement suggéré par le docteur d'équipe. Je pense que c'était une surprise pour lui un peu quand c'est arrivé. Mes amis, mes coéquipiers, eux avaient fait certaines démarches pour nous. Il est arrivé pour moi, puis il est arrivé chez moi un peu en mode intervention. Puis on fait, bon, ben regarde, nous autres, on pense que telle affaire, puis on pense que tu devrais aller là. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Puis j'avais dit oui, OK. Puis il a dit, parfait, maintenant, la marche à suivre, c'est que tu appelles coach, tu appelles le directeur général, Dr Lacroix, on l'appelle, il vient à la maison. Ça se passe en quelques jours, là. Ah, ça s'est passé en 15 minutes. Ah ça, oui, ça s'est fait vite. Là, donc, tu étais prêt à ce moment-là. J'étais prêt. Dans le sens que tu n'étais pas nécessairement... Je veux dire, tu étais ouvert. Sans être prêt, nécessairement, j'étais ouvert, mais encore une fois, je l'ai fait pour un peu... pour acheter la pile. OK. Je veux pas perdre ma job. Je veux que, bon, clairement, l'équipe est au courant que j'ai des enjeux. Fait que là, bon... Fait que c'était pas pour les bonnes raisons, mais quand même, malgré ça, comme je le disais, ça a semé une graine. Puis elle a mûri. Ça a pris du temps. Mais ça a fini par mûrir correctement. Dans le mode aussi des principes des alcooliques anonymes et de toute personne qui a une dépendance, il y a le côté spirituel qui est proposé, de développer sa propre spiritualité, sa propre vie intérieure, de s'en remettre à... Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu... Je suis loin d'être parfait là-dedans. En fait, le programme des 12 étapes est extraordinaire. Il y a plein de beaux mondes. Moi, il y a une seule étape que je fais à perfection depuis 3 ans et demi, puis c'est de m'assurer à tous les jours que j'ai un reminder à quelque part dans ma journée que je suis un alcoolique, un dépendant, qu'il ne faut pas que je retourne chez une goutte. Comment tu fais pour t'assurer de ça? Ça se fait pas, c'est pas une routine tant que ça. C'est que j'ai rencontré d'autres gens à travers ce processus-là qui sont comme moi. Fait qu'on garde contact, on s'envoie des messages, on s'appelle, on sait ça. C'est d'avoir aussi de la gratitude pour ce que j'ai aujourd'hui. Puis c'est niaiseux, mais la discussion qu'on a présentement fait en sorte que ça, c'est mon reminder de la journée. T'sais, on en parle, puis quand je vais retourner dans mon auto tantôt, j'aurai pas de mauvaises idées. Puis je vais me dire, aïe, je suis donc bien aujourd'hui. J'ai donc bien été malheureux il y a 3 ans. Mais au lieu d'avoir honte de ça, c'est une expérience qui revirait en positif. Donc, quand tu dis un reminder pour toi, tu veux dire que t'as comme tu prends un moment d'arrêt pour évaluer le parcours que tu as fait. C'est un mix entre avoir de la gratitude pour ce que j'ai aujourd'hui, réaliser que c'est puis d'où tu viens. Ce que j'ai aujourd'hui, ben je l'ai à cause que j'ai pris la décision il y a plusieurs années de me prendre en main. Puis j'ai aussi bien peur de la rechute parce que je sais où ça mène. Donc, je déborde pas de confiance absolue. Tu sais, je sais que les rechutes arrivent et j'en ai vraiment la chienne. Comment ça se manifeste, cette chienne-là de la rechute? Ben, en fait, c'est juste d'avoir un respect pour la force de la dépendance. Tu sais, j'en vois des histoires de gens qui ont 5, 7, 10, des fois 15 ans d'abstinence puis qui ils se replantent. C'est ça, c'est que tu te vois pas, puis c'est bon ça, tu te vois pas à l'abri de ça. Non, c'est ça, ça. exactement. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis « Ah, je l'ai donc bien l'humilité, l'affaire. hein? » Ouais, c'est ça. C'est le mot d'ordre, je pense. Mais à partir du moment où c'est ça, tu te dis « Garde, je suis hot. Je l'ai, je me suis pris en main. » Tu sais, comme, je me compte pas d'histoire, là. Ça va bien aujourd'hui parce que depuis ce matin, j'ai choisi de continuer dans cette voie-là. C'est encore 24 heures à la fois? Ouais, toujours. Mais c'est 24 heures à la fois dans pas mal d'affaires. En fait, puis ce programme-là a été fait pour les dépendants, mais il est bon pour tout le monde. Tu sais, c'est de lâcher prise. C'est un mode de vie, exactement. Ouais, c'est un mode de vie. C'est tu lâches prise sur les choses que tu contrôles pas, puis tu mets tes énergies sur les choses que tu contrôles. Il y a quelque chose d'aussi
pertinent en ce temps de pandémie. Hein? Il y a Ben oui. personne qui aurait pu imaginer que le 13 mars, on allait Ouais. vivre ça. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Puis j'ai comme l'impression que tout ce processus-là m'a permis de passer à travers cette quarantaine-là, ce confinement-là, puis cette folie-là, de façon pas mal plus positive que si c'était arrivé il y a 5 ans, par exemple. Ouais. As-tu pensé aux gens qui avaient des dépendances pendant la pandémie? Ah ouais, absolument. Eux autres, tu sais, c'est qu'en fait, pas juste les dépendances, tu sais, avec Belle Cause pour la cause aussi, là, je suis devenu un porte-parole de cette belle campagne-là où on essaie de démystifier tout ce qui est au niveau des enjeux de la santé mentale. Puis n'importe qui, présentement, qui avait déjà des enjeux qui étaient fragiles avant le début de la quarantaine, fort probablement, ça a décuplé les symptômes, ça a décuplé l'anxiété, peu importe. Et oui, j'ai une pensée pour ce monde-là. Tu sais, c'est pour ça que c'était important à m'amener, puis je sais que le mot circulait beaucoup sur le web, mais tu sais, appelez donc votre monde. Prenez des nouvelles, juste un petit touch base. Hey, salut, je pense à toi, comment tu vas? Tu sais? Puis ça fait en sorte aussi que des journées où toi tu vas moins bien, ben, tu reçois des fois des petits textos toi aussi qui te font du bien. Toute l'importance que tu as dû développer et vivre en thérapie, ben là, moi, je trouve que en pandémie, on dirait que ça, cette solidarité humaine-là, communautaire, être près les uns des autres, on pourra plus faire comme avant, ou en tout cas, à tout le moins, ça va avoir ouvert les portes de dire on peut plus se passer les uns des autres, on peut plus vivre chacun pour soi. Ouais. C'est le communautaire, c'est l'esprit humain qui La prime. façon de le faire va changer, mais c'est vrai, tu sais, c'est une espèce de... C'est une crise, parce que ça a été une crise qui était supposée nous dissocier des uns des autres. Puis on a trouvé à travers ça le moyen, même si... que leur vie pourra plus être comme avant. Le tourbillon, puis justement les 5 à 7, les parties, tout ça, parce qu'ils ont expérimenté, c'était quoi? Il y a eu des moments bien, bien difficiles, mais il y a eu quand même de la petite lumière là-dedans de gens qui ne se seraient jamais pensés capables de vivre au cœur d'eux-mêmes, au cœur d'elles-mêmes, puis moi, je trouve ça avec sa beau. famille aussi, tu sais. Oui, exactement. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Toi, comment tu l'as vécu, mettons, toute cette réalité-là? Qu'est-ce qu'elle t'a... Si on parle du côté positif, mais moi, qu'est-ce que ça t'a apporté? positif à tous les niveaux. Évidemment, ça a été un peu insécurisant parce qu'à un moment donné, bon, ben, tu sais, le monde tel qu'on le connaît change du tout au tout, du jour au lendemain. Puis là, t'es comme pogné dans cette espèce de tourbillon-là. Fait que comme tout le monde, j'ai eu une petite période de damage control de OK, j'analyse ce que je faisais, ce qui se fait plus, je perds tel contrat, je perds tous les contrats, OK, c'est pas grave, j'ai d'autres options. Tu sais, j'ai toujours été polyvalent, puis pour moi, c'était bien important. Fait que OK, les vieux projets que j'avais sur le back burner, mais je peux les remonter un petit peu plus haut sur la to-do list. J'ai un bon ami aussi, Alex Doré, qui a été mon ami d'enfance, ça a été mon partenaire d'entraînement, c'est devenu mon entraîneur privé, c'est le parrain de ma fille maintenant, qui lui était tout seul dans son loft à Montréal. On s'est parlé le 12 mars au soir, je me souviens. Le soir, en fait, où la NBA a annoncé qu'ils terminaient leurs opérations, qu'ils suspendaient leurs opérations. Pour moi, ça a été le plus gros son de cloche où j'ai fait comme, OK, si une ligue aussi crédible que la NBA, qui est présentement probablement la ligue la mieux gérée de toutes les ligues présentement, fait ça, les autres vont suivre. Comme de fait, le lendemain, la NHL. Puis à partir du moment où tu perds le sport, tu vas perdre les concerts, tu vas perdre les festivals, tu vas perdre les événements. Et là, la game vient de changer, il y a un vent de panique, tout s'installe. Fait que, sachant ça, il a emménagé chez nous le 13 mars parce qu'il s'est dit, regarde, moi j'ai un gym à la maison, on a un bel espace, on peut prendre des marches, tout ça. Puis il s'est dit, j'ai pas envie d'être pogné à Montréal dans mon loft, dans le complexe. Fait que j'ai comme eu le meilleur des deux mondes, je dirais, pendant cette pandémie-là où j'avais et le volet familial, qui était un challenge, là. C'était un défi là, d'avoir... Ah oui, toi, tu as 4 enfants. On a 4 enfants, on a 3 temps plein, de 3 âges différents. Là, adapter le télétravail. Télétravail, c'est facile à dire, fais juste du télétravail, mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis un TDAH commotionné. Fait que là, travailler de la maison, déjà en soi, ça prend une discipline vraiment particulière. Ça prend une capacité d'attention vraiment forte. Là, en plus, quand tu te fais déranger à tous les 2 secondes par ta fille de 6 ans qui veut de l'attention, c'est pas un hasard. Je nomme pas ma fille de 6 ans par hasard. C'est ma copie conforme, puis est extraordinaire. C'est ça, c'est toute notre façon de faire. Mais ceci étant dit,
tu sais, aujourd'hui, mi-juin, je suis comme content de l'avoir vécu. Puis j'ai un mindset assez particulier dans le sens où, dans toutes les situations dans lesquelles tu es mal à l'aise, tu es inconfortable, il y a une opportunité cachée à quelque part. Puis moi, les situations de crise, c'est justement, je refuse, dès le début, j'ai dit à ma gang, je refuse de jouer defense, de juste être celui qui De encaisse, jouer. defense, de jouer en OK. défense. Je vais prendre Là, des tu temps parles à sportifs. quelqu'un qui connaît rien du football, là. Ouais. Ça fait que Non, mais explique-moi dans un le peu. sens où je Jouer veux défense, ça pas veut être dire. juste celui qui encaisse, puis je sais plus quoi. Non, non. Je vais trouver le moyen de renverser la vapeur puis d'attaquer mes projets puis OK. d'aller de l'avant sur mes affaires. C'est Fait ça, que- d'être victime, de non, non, je serai passer pas de la victime. victime à. Ouais. On est là-dedans, je peux rien Ouais. là-dessus. Je bouge sur une autre affaire. Puis j'ai décidé de prendre ce temps-là pour me propulser sur autre chose. Il y en a qui ont choisi de prendre ce temps-là pour se reposer puis se grounder, et c'est génial. Moi, c'est pas ça que je ressentais que j'avais besoin de faire. Puis j'ai réussi à le faire quand même. Autrement. Ouais. Fait que As-tu eu peur à ta santé mentale? Non? il y a eu une période où ça allait moins bien, puis c'est drôle, c'est que cette période-là, je suis un gars super discipliné dans la vie. En fait, le dénominateur commun des périodes où je vais bien, c'est quand je suis discipliné. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Moi, je me lève à 4h45, 5h du matin à tous les matins. Tu couches-tu 5h01, l'après-midi? c'est rare. T'es pas fatigué, Je là? me couche tôt. Ouais, mais là, c'est pas loin de mon heure. Là. Mais non, puis tu sais, entre 5h et 6h30, je m'entraîne. J'essaie de faire de la méditation. Je marche, je lis. Fait que cette discipline-là, pour moi, est importante. Puis les 2 semaines où j'ai moins bien été pendant la pandémie, j'étais un petit peu plus lâche par rapport à ma routine matinale. Je m'entraînais pas, je mangeais mal, je m'hydratais pas bien. Puis pour moi, j'ai le réflexe, puis je suis content d'avoir ce réflexe-là. Chaque fois que j'ai des journées où je vais moins bien, au lieu de me victimiser et faire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, je repense tout de suite à, est-ce que je me suis occupé de la base aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai bu beaucoup d'eau? Puis est-ce que je me suis entraîné? Si tu n'as fait aucun de ces 4-là, pose-toi pas de questions. C'est sûr que tu vas pas bien. Si tu manges mal, tu bois pas d'eau, tu dors mal, puis tu fais pas d'exercice physique, comment tu veux te sentir bien dans ta peau? C'est juste, c'est la base. Fait qu'à partir de ce moment-là, au lieu d'aller essayer de chercher des formules magiques ou de... Tu reviens à ta base. À ma base. Mais puis pour ça, il faut avoir un genre de recul quotidien pour s'ajuster. avoir une perspective. Pas attendre que ça devienne trop... Exact. Tu es en couple? Oui. Puis j'aime bien tes capsules. Ça, là... Suivez-les pas. On va dire aux gens qui savent pas de quoi ils... Alors, on a eu un petit problème technique. On est de retour. Je veux juste vous dire, si vous avez des questions pour Étienne, formulez-les sous les commentaires. Vous écrivez un commentaire, vous pouvez écrire questions et Nicole va me les acheminer et je serai votre voix pour Étienne. On était en train de... Ah oui, je veux juste pas oublier aussi, parce que j'ai oublié de le dire dès le début. Et je viens de placer la caméra. C'est-tu bon, ça, Jonathan? Je veux vous dire que restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les dates des autres personnes que je vais recevoir ici à la bibliothèque Guy Bellil de Saint-Eustache. Je vais toutes vous donner les noms ainsi que les dates. Nous parlions, quand ça a coupé, on parlait du fait que Étienne, moi je suis devenue accro. Il a commencé à faire des petites capsules pour s'amuser, je crois. Il va nous le dire tantôt sur Internet, sur la vie de couple. Puis il donne des conseils conjugaux. Mais c'est tellement, tellement drôle. Puis c'est pertinent parce que ça ressemble à tout ce que les gens vivent. C'est la grosse caricature. En fait, tu sais, la pandémie a fait en sorte que beaucoup plus de gens se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. C'était déjà pour moi... tu sais, je suis très actif là-dessus pour plusieurs raisons. J'aime ça. J'ai du fun, mais c'est aussi une vitrine. C'est une opportunité pour moi de présenter aux gens mon univers. Puis la proximité que j'ai avec le public est très, très importante. Puis ça me donne cet accès-là. Ceci étant dit, c'est important pour moi d'avoir une pertinence. Tu sais, j'ai commencé à publier aussi certaines
certains extraits de mes conférences, de certains entretiens que j'avais, parce que je me disais peut-être qu'on peut aider les gens Ça peut faire du bien à les aussi. inspirer, à les outiller puis ça se veut sans prétention, là, soit dit en passant, mais puis Tu vois, j'avais aussi il y envie a de... des gens qui ont des questions pour toi. Ben oui, il y a une couple d'outardes. Pas des gens, des outardes. Mais il y avait aussi, je trouvais, une ouverture pour de l'humour, puis ouais, en regardant le web, j'ai vu quelqu'un faire une espèce de capsule comme ça, puis j'ai dit, je vais m'en inspirer, puis là, j'ai commencé, puis Maïka Desnoyers, c'est c'est ma conjointe. la conjointe d'Étienne. Ouais, qui anime, pour ceux qui écoutent Vendre ou rénover au Québec à Canal Vie, c'est l'animatrice de l'émission. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à faire des capsules où je donne des conseils de couple qui sont absolument désastreux et ridicules, mais j'essaie de les dire avec un certain sérieux et être découragé, mais allez voir ça sur mon compte Instagram, c'est assez drôle puis ça fait réagir pas mal. C'est parce que on sent bien que c'est un clin d'œil que tu fais. Ouais. Puis, tu sais pas la portée que ça peut avoir parce que le fait que tu l'apportes comme ça. Ah, mais on s'en fait parler, ça n'a pas de bon oui, sens, là. parce que, tu sais, le fait que ça soit sans prétention et que tu y ailles avec un personnage que tu n'es pas, hein, d'un peu macho, un peu, je trouve que ça permet justement peut-être d'ouvrir les discussions. Ouais. Ou, tu sais, nous autres, Mike et moi, évidemment, on se respecte, on n'a jamais de discussions comme ceux qui sont représentés dans ces capsules-là. C'est pour ça qu'elle pogne pas une heure non plus, tu sais, elle est capable d'en rire et de savoir que je fais ça pour le show. Puis, sauf que ses réactions sont spontanées, pour vrai. Je l'avertis pas à l'avance, c'est pas scripté. C'est vraiment, vraiment trippant. Ouais, puis je pense que c'est ça qui rend ça drôle, c'est qu'on voit à quel point des fois elle est exaspérée, mais elle sait que c'est une blague. Fait que, mais on s'amuse. C'est une belle formule. J'espère que vous allez continuer parce que c'est souvent dans ces formules-là, très simples, très spontanées, qu'il y a le plus de contenu. Oui. Hein? C'est quand on veut pas qu'il y ait du contenu qu'il y en a. Dis-moi, vie de couple. J'aimerais ça qu'on parle de vie de couple parce que tu as animé l'émission Naufragé de l'amour. Oui, Naufragé de l'amour. Donc, puis tu es en couple. Tu vas l'être encore pendant bien longtemps parce que tu es un jeune homme. Tes réflexions sur la vie de couple? Moi, j'ai une vision particulière de la vie de couple. Tu sais, j'ai un divorce à mon actif déjà. Avec enfant. Avec enfant, ça a été très, très douloureux et c'est un divorce international, donc Canada-US. T'avais quel âge, Étienne? 29 ans. Donc, 29 ans. Ouais. Puis, fin de vingtaine. Ouais, puis ça a été très, très coûteux. Ça a été très, très difficile. Tu sais, en fait, on s'entend pas encore à ce jour. Mais peu importe. Mais ça n'a pas été évident, mais tout ça pour dire que moi, je serais pas celui qui va vous vendre l'histoire de Disney, quoi qu'elle existe. J'ai des couples d'amis qui l'existent. Maïka et moi, on a une relation particulière dans le sens où on se respecte beaucoup. On est les deux très, très ambitieux pour notre carrière, puis on est aussi les deux très, très centrés sur notre famille. Ce qui fait que les enfants passent en premier, nos carrières ensuite, et la vie de couple est bien, bien difficile à faire arriver dans tout ça. Mais elle fait partie de tout ça aussi. Oui, la dynamique fonctionne, puis on est vraiment un bon team, puis on s'aime, puis ça fonctionne. Mais à un moment donné, on est tombé dans le pattern de regarder chez le voisin, puis de regarder ailleurs, puis faire comme, tabarnouche, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Puis on s'est remis en question, on s'est posé des questions, puis à un moment donné, on s'est dit comme, on n'est pas obligé d'être comme tout le monde. C'est notre relation. Ou comme à nous ce autres. que tout le monde laisse bien paraître. Oui, exact. C'est vrai. Puis c'est pas un projet communautaire. C'est notre relation. Puis t'es-tu bien là-dedans? Oui. Je suis bien là-dedans? Oui. Bon, ben, pour le moment, c'est tout ce qui compte. On n'est pas obligé non plus de se projeter dans 10 ans. Là, on est bien. Le jour où t'es plus bien, on se parle, puis on ajuste, ou on verra ce qu'on fait. Mais fait que nous autres, on a cette approche-là. Puis ça nous fonctionne. Est-ce que je conseille à tout le monde d'avoir celle-là? Pas pantoute. Mais pour nous, au fil du temps, c'est ça qu'on a trouvé qui c'est que socialement, on dirait qu'il n'y a qu'un seul modèle de couple qui est viable. Puis si tu ne corresponds pas à ce modèle-là, on dirait qu'il y a de quoi de travers avec toi. Ouais. Mais c'est faux. Il y a autant de modèles de couple qu'il y a de couple. Effectivement, je suis à la même place. J'aime beaucoup qu'un homme puisse parler d'un modèle différent parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, ben ouais. » Mais tu sais, le problème, c'est toujours de tomber dans le pattern de se comparer. Ça, à la base, c'est pas une bonne affaire. On est dans une société où
On se compare continuellement. À partir de la petite école, là, on compare les notes avec les autres. T'es où par rapport à la moyenne? Fait que ça, tu tombes dans le pattern de faire comme, OK, mais OK, fait que ce couple-là s'aime plus que nous autres. Mais on n'est pas. Hey, tabarnouche, La comparaison, là, moi, je sur... le dis souvent en conférence. Là, je dis, si vous voulez un passeport pour l'insatisfaction, Regarde ailleurs. comparez-vous. Mais oui, c'est ça. Parce que c'est rare qu'on se compare à quelqu'un de plus laid que nous. Non, ou de quelqu'un de plus. Ben Tu sais, on se compare toujours à quelqu'un de. Puis ça, tu tombes dans l'insatisfaction après. Puis fait ultimement, là, prends soin de ton petit jardin à toi. Puis je pense que c'est drôle parce que cette pandémie-là, moi, m'a permis de faire comme, hey, je suis aussi bien de m'arranger pour être bien à la maison. Si je suis pogné pour être à la maison. Puis il y a plein de monde, je sais, il y a plein de monde qui sont dans les rénaux, là, justement, qui sont. Fait il y a quelque chose de bon là-dedans. Prends soin de ton petit jardin au lieu de regarder celui du voisin. Oui, puis il y a bien des gens, malheureusement, mais en même temps, je devrais pas dire ça, mais je devrais dire heureusement, il y a plusieurs personnes qui, pendant le confinement, se sont rendues compte que leur relation était terminée. Mais c'est correct aussi. Je dis malheureusement, mais moi, j'ai le goût de dire heureusement, dans le sens où tu peux pas, pendant 10 ans, être avec une personne en sachant les deux savent que c'est terminé, mais on va le faire pour les autres. Je trouve que la pandémie a eu ça. En tout cas, si vous avez passé à travers la quarantaine de la pandémie, vous êtes encore en couple et heureux, mais vous dire une affaire, vous êtes fait solide. Parce que c'est sûr qu'il y a des challenges, il y a des défis, puis moi, on n'a pas été épargnés. On a deux mentalités différentes. Elle est plus freestyle relax, puis ça y va bien. Fait qu'elle, le meilleur exemple que je peux donner, elle, le matin, là, elle se réveille, elle prend son petit café, elle s'installe, pouf, allume la télé, relaxe avec les kids, puis elle passe sa journée de façon smooth. Moi, si je fais ça, j'ai une journée de merde après, parce que je me trouve lâche, je trouve que j'ai perdu un temps de ma journée. Fait que moi, le matin, je suis un drill sergeant. Je suis un caporal de l'armée. 4h45, je suis debout. 5h, je suis dans le gym. J'essaie de méditer. Je m'entraîne. Je vais marcher dehors, peu importe l'intempérie. Je m'en vais lire. Par le temps qu'il est 6h30, j'ai fait tout ça. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à répondre aux courriels. Puis là, moi, dans ma tête, j'ai une longueur d'avance sur tout le monde. Puis toute la poutine est faite. Là, le reste de la journée peut commencer. Moi, j'ai besoin de ça pour être bien dans ma peau. Pour me sentir libre, j'ai besoin de discipline. Maïka, pour se sentir libre, elle a besoin d'être relax. Fait que déjà là, on clash. Avant, j'étais sur la route à tout bout de champ pour mes conférences. Fait que j'étais pas à la maison beaucoup. Fait que quand on se voyait, c'était le fun. Là, 24/7 à la maison, confrontés d'en face un de l'autre, à un moment donné, le clash de mentalité, Puis la nourriture qu'on va chercher ailleurs, ben là... Ben ouais, puis moi, cette espèce de fun-là, d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire mon temps en famille qui est précieux, ensuite de ça, mon temps tout seul qui l'est aussi. Là, j'avais plus de temps tout seul du tout. Mais si j'avais eu un choix entre le chaos de notre pandémie à la maison avec tous les enfants, avec la famille et avec un ami versus la solitude, j'aurais probablement trouvé le moyen d'aimer la solitude aussi, mais je préfère quand même ce que j'ai vécu à l'autre. Oui, puis tu peux tirer des belles réflexions de cela. Ton rôle pas ton rôle, mais ta fonction, ta mission de conférencier, qui est quand même nouvelle, là. C'est pas, ça fait pas 20 ans que tu fais ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Ben, un petit peu, je pense que je recule. En fait, des conférences, j'en fais quand même depuis plusieurs années. C'est pas quelque chose que je mettais de l'avant beaucoup parce que j'avais pas besoin d'en faire la promotion. Elle était très, très populaire. Ça a commencé avec les Alouettes, où je parlais de mon parcours pour percer au foot. Puis écoute, je m'apprêtais à donner ma 400e. Ah oui? Je pensais que ça faisait quelques années. Non, pas du tout. Fait que ça, c'est rodé, puis c'est roulé, puis c'est le fun. Puis je réfléchissais, en fait, depuis quelques temps, à une nouvelle conférence, à une suite, mais je voulais pas tomber dans le quétaine. Je veux surtout que ça soit pertinent et bon d'abord et avant tout. Puis je réfléchissais à la façon de l'amener sur un autre format. Puis cette pandémie-là m'a forcé à vraiment essayer d'accélérer le processus puis de réfléchir à ça. Mais évidemment, il y a quand même un petit manque. Tu sais, j'aime le contact avec les gens. Je me nourris aussi de la scène. Tu sais, comme tu es sur la scène, tu vois, il y a quelque chose, il y a un rush d'adrénaline quand tu réussis à faire rire quelqu'un, quand tu sais, j'essaie d'amener les gens. Les gens viennent te voir après, ouais, puis ils disent, il y a ça comme
parce que je m'ouvre, les gens osent s'ouvrir en retour, puis ça fait des rencontres, des discussions extraordinaires. Et là, j'ai plus accès à ça comme ça l'était. Ça va revenir dans 1 an, 2 ans peut-être. Euh, Avant ça. ouais, peut-être. Mais tu sais, en même temps, j'ai décidé dans cette transition-là, je vais l'appeler le tremplin parce que j'ai décidé de le voir positivement, d'agir comme s'il n'y en aura plus. Fait que là, il faut que je trouve le moyen de trouver de quoi puis de me réinventer comme si ça n'existait plus. Puis si ça revient, ça sera de l'extra. C'est une bonne façon, justement, de ne pas être victime puis de ne pas être. Non, mais c'est d'être proactif. Puis tu sais, on est dans une période où tout change autour de nous, continuellement. Fait que notre capacité d'adaptation n'est pas juste importante, elle est primordiale. Puis ta capacité d'adaptation, elle vient quand les choses peuvent venir et partir et tu lâches prise. Exactement. Et tu prends rien pour acquis. Oui, exactement. C'est quand tu commences à prendre les choses pour acquis, c'est là que. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir appris, malgré eux, malgré la lâcher prise. Puis lâcher prise, c'est pas ce qu'on pense. On pense que lâcher prise, c'est jeter la serviette. C'est pas ça pantoute. Lâcher prise, c'est de s'adapter puis de faire avec. La meilleure façon de s'adapter, tu sais, puis ça, c'est un terme qui va revenir de plus en plus dans mes conférences puis dans ma façon de parler. Le savoir-être versus le savoir-faire. Ton savoir-faire, la monnaie, il est éphémère. Surtout dans une période où tout change. Ça, ici, peu importe qu'il fasse beau, qu'il neige, peu importe ce qui se passe autour de toi, si tu as pris soin de ça, tu vas être capable de t'adapter. Mais si tu as un skills en particulier, on ne le sait pas dans combien de temps il sera plus utile, ça. Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, là, les gens qui travaillent à la caisse, OK, qui eux autres sont à la caisse, puis tranquillement, ils dirigent les gens vers non, mais vous n'êtes pas obligé de venir me voir pour déposer votre chèque, madame, monsieur, vous pouvez aller directement au guichet. Ils envoient les gens, tu sais, dans un sens, ils mènent à leur perte. Sauf qu'à un moment donné, tu peux soit essayer de combattre ça ou être brillante, puis faire comme, moi, dans 1 an et demi, 2 ans, ma job n'existe plus. Fait que je suis aussi bien de trouver d'autres choses. Fait que je suis pas bonne pour encaisser des chèques. Je suis bonne avec les gens. Je suis bon pour le contact. Les talents profonds. Ouais, donc, ça, je peux utiliser ça dans une autre sphère, dans un autre domaine. C'est de le voir comme ça. Oui, parce que le savoir-être, comme tu le dis si bien, il est sans fin. Ben il est exponentiel, puis il est toujours... il est malléable. Tu vois, tu vas le mettre là, tu vas... Étienne, on va passer aux questions parce qu'il y a des personnes qui ont eu la gentillesse de nous faire parvenir des questions. Donc, Nicole, est-ce que Jonathan, t'as-tu montré Nicole? Bon, ben Nicole, dis cela à tout le monde. La question. Alors, il y a Ginette Duvanti-Toli qui dit justement, est-ce que la peur de la rechute peut être un élément positif justement pour ne pas rechuter? Alors, il y a Ginette qui demande à Étienne, est-ce que la peur de la rechute peut être un élément positif pour ne pas rechuter? Oui, merci Ginette pour la question. La réponse, c'est oui. En fait, je ne veux pas prendre pour acquis cette sobriété-là. Dans un certain sens, c'est un peu fucké ce que je vais dire, mais je pense que j'entretiens cette peur-là. La nature fait en sorte que spontanément, souvent, quand je vais repenser à mon passé de party puis de galère, t'as comme une mémoire sélective où tu te souviens juste des bons parties. Puis que c'était dans le fun. Puis là, tu te vends l'idée que c'était le fun. Fait que moi, aussitôt que je pense à ça, ce qui m'arrive, j'essaie tout de suite de linker ça à les histoires aussi où j'ai pas eu de fun. Les impacts. Puis de réaliser que les bouts où j'ai eu du fun, ça remonte à loin en tabarouette. Là. Fait que j'entretiens cette peur-là de la rechute, ce qui fait que pour le moment, ça me permet de m'en tenir loin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui comme sur le bord, là, de prendre sa décision de j'arrête pas, ça serait quoi les mots pertinents que tu pourrais dire à ces personnes? Ben, premièrement, je suis pas thérapeute. Fait que moi, je peux seulement parler de mon expérience, mais c'est de s'aimer assez pour faire le move, puis d'arrêter d'avoir peur. Le courage, là, c'est pas de jouer au tough, puis de se mettre un masque, puis de faire semblant que je l'ai l'affaire, puis j'ai pas besoin. Ça, c'est pas être tough. Ça, c'est être lâche. C'est la vérité. Pas parler de ses émotions, c'est pas courageux. C'est que t'as la chienne. T'es trop peureux pour parler
de ce que tu ressens parce que tu as peur de où ça va aller. Fait que switch ça, là. Le courage, c'est d'aller faire le move puis d'être capable de dire « Hey, je suis pas capable tout seul. » Puis moi, aujourd'hui, je me sens pas moins tough, je me sens pas moins gars parce que je suis capable de dire que quand je rush, ben tabarnouche, je pogne le téléphone et j'appelle quelqu'un. Fait que, comme tout le monde, des fois, je retombe dans mes vieux patterns de vouloir le gérer tout seul. J'ai le petit côté gars encore de « je pleure pas, je suis... » Puis c'est toujours le temps où je vais moins bien. Puis le jour où je suis capable de faire comme d'appeler quelqu'un et de faire comme hey, je rush avec telle affaire, je sais pas comment. On est plus fort en gang. Puis moi, ce que j'ai réalisé, j'ai joué un sport d'équipe toute ma carrière où j'amenais quelque chose d'important au sein de l'équipe. Puis il y avait 11 autres gars autour de moi qui amenaient d'autres affaires. Fait que dans ma vie personnelle maintenant, je vais la jouer en gang aussi. Ça veut pas dire que je partage tout à tout le monde, mais j'ai des gens. Tu tires profit de ce que tu as. Ouais, puis j'essaie appris. en retour de leur redonner cette même, si on veut, bienveillance. Là. Fait que ça serait ça que je disais, c'est de faire le move. Donne-toi une chance pour de vrai. Va prendre soin de toi. J'ai aimé quand tu dis s'aimer. C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu vas perdre 3 semaines en thérapie? Ou tu as pensé à toi, ou tu t'es groundé? Ça peut pas. Même si tu n'as pas de dépendance, une thérapie va te faire du bien. Une retraite de 3 semaines où tu penses à toi, puis tu réévalues tes valeurs, puis tu remets les choses en perspective. Mettre les choses en perspective, on en a glissé un mot tantôt. Tout fait en sorte, on est continuellement stimulé avec le téléphone, avec la télé, avec la radio, avec les réseaux sociaux, avec la vie, le train-train quotidien, les enfants, la famille. C'est comme si, naturellement, tout veut nous amener à ne jamais avoir de recul sur la perspective, sur ta vie en général. Fait que, mets-toi dans l'horaire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fin de semaine par année. Peu importe le pattern que tu veux, où tu te forces à prendre du recul et à analyser le macro, là, au lieu d'être toujours dans le day-to-day. Ça fait, pour moi, ça fait toute une différence. Toi, tu le fais ouais, parce que au lieu dans ton rituel du matin. Tout le temps. En fait, moi, j'adore la game de stratégie, d'analyse, puis d'objectifs, puis de ligne directrice. J'ai toujours aimé ça. J'aimais ça au foot. J'aime ça maintenant, puis j'ai toujours fonctionné comme ça. Fait que je travaille très, très fort dans tout ce que je fais. Mais je veux toujours m'assurer de travailler aux bons endroits. Parce que moi, dans ma tête, je ne suis pas assez bon dans la vie pour juste travailler fort et espérer avoir du succès. Ou espérer être bien. Il faut que je travaille fort aux bons endroits. Ça prend un plan, puis ça prend une stratégie. Puis pour avoir un plan et une stratégie, il faut que tu aies pris du recul puis faire comme là, je travaille fort là, mais c'est là que je veux aller. As-tu déjà entendu l'analogie de l'échelle? Non. Quelqu'un qui veut, on veut tous monter. Ouais. Pas nécessairement monter vers le succès, mais monter, avancer, progresser. Ouais. Et des fois, on déploie nos efforts pour monter, puis on essaye, puis on monte dans notre échelle, puis tout ça, mais l'échelle n'est pas à côté sur le bon mur. Mais non, c'est ça. Là, tu arrives en haut, mais tu fais j'ai monté, c'est ça. mais j'ai pas à côté mon échelle sur le bon mur. Ouais. Donc, le recul dont tu parles, ben ça fait foi de ça. C'est de dire, je vais prendre un recul pour vraiment, oui, je veux monter, mais je veux monter sur à la bonne place. Le bon mur, pas à la bonne place. Ouais. Merci. Nicole, une autre question. Il y a Marie-Ève qui dit que les capsules avec Maïka, c'est une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues. Merci. Elle voulait voir comment tu es préparé, puis je pense que tu en as parlé un peu tantôt, si Maïka était... Alors, il y a Marie-Ève qui apprécie beaucoup les capsules dont on parlait tout à l'heure avec Étienne, qu'il fait avec sa blonde, Maïka. Et Marie-Ève aimerait avoir un petit peu là, le making-of de tout ça. En fait, il y a un nouveau réseau social qui s'appelle TikTok. Et j'ai embarqué là-dedans il y a 1 an par curiosité, c'est exploratoire. J'ai aussi, tu sais, je parlais de stratégie, j'aime aussi toute la game des réseaux sociaux, de comprendre le back-end un peu. Puis je comprends que les réseaux sociaux ont une durée de vie aussi, puis à un moment donné, l'attention shift ailleurs, puis j'aime ça être dans les premiers. Fait que, ceci étant dit, j'ai vu une vidéo sur cette application-là où un chum, un Américain, niaisait sa blonde. J'ai trouvé ça vraiment drôle de voir les réactions de sa blonde. Je me suis dit, je me demande si j'essaye ça avec Maïka, comment elle va réagir, puis ça a pogné au bout. Et là, elles sont pas scriptées dans le sens où j'impose la vidéo à Maïka, puis ça me fait rire. Là, parce qu'aussitôt que j'arrive, je dis conseil de couple. Juste voir du coin de l'œil que Maïka est comme
sais, elle est après faire la vaisselle, ça est pas dedans, ça ne tente pas, mais Donc, elle joue le elle jeu. ne sait jamais. Elle sait que quand tu arrives Elle avec sait ce qui conseil s'en de vient, là, couple... mais elle sait pas quel Ouais. conseil de merde je vais donner. Mais, fait que moi, écoute, je mets pas beaucoup d'énergie là-dessus, là, je vais vous dire, là. Dans ma journée, là, je prends des notes de trucs que je fais qui pourraient la gosser, de commentaires, de t'attaques un gars pourrait dire à sa blonde, puis là, j'écris ça. Puis là, de plus en plus, des Il gens y a des gens commentent qui et qui m'en envoient. Puis j'ai des chums de gars qui font comme, man, on pourrait se faire un souper, un brainstorm, puis on va te pondre les 10 prochaines capsules. Puis dans le fond, les capsules sont liées à des nouveaux conseils. Tu sais. Moi, ça me surprendrait pas. Retiens bien, là, on est quoi? On est le 18 juin. D'ici un an, là, il va y avoir de quoi à télé. Bah, sac. Non, non, je te le dis. Mais c'est pas ça le but. Non, tu sais, non, tant je mieux, sais que c'est mais- pas ça le but. mais- Mais ça répond à un besoin. C'est humoristique, Ouais, en ouais. même temps, c'est profond. C'est comme la En version. tout cas, on s'en Ouais, reparlera. peut-être. C'est quelque Mais tu sais, chose de souvent, très- c'est qu'à partir du moment où tu fais quelque chose pour la télé, là, la game a changé. Tu sais, comme là, pour le moment, là, ça me Ouais. prend aucune énergie. Là. Ça me prend 30 secondes pour filmer ça dans la journée. Je publie ça, Je puis te après dis ça. ça parce que je sais pas si tu as déjà écouté, je me souviens même plus du titre, François Morancy, Conversation avec mes parents. Conversation c'est avec ça? mes parents. Mais lui, là, il faisait ça. C'était des vraies conversations qu'il avait avec ses parents. Puis ensuite, il écrivait ça Ouais. sur son Facebook pour ses amis. Il disait Ouais. Hey, mon père m'a parlé. Je préfère de un telle recueil de. Tu sais, Oui, puis là, ben, après ça, il y a. Je préfère venir parler de mon prochain livre. Exactement, exactement. Puis, donc, j'espère que ça répond, Marie-Ève, Ouais, c'est pas plus élaboré que ça, Marie-Ève. Puis ta blonde, elle embarque, elle Mais je dira... pense que c'est ça qui pogne, c'est parce que c'est spontané. Oui, puis elle dira pas, là, arrête, là, je suis tannée. Mais si elle dit, je vais le publier elle comme aime ça, ça. puis ça va être encore plus drôle. tu sais. Non, mais elle dira pas, arrête de faire ça, je suis tannée. Non, parce qu'elle elle sait, aime que je, ça. elle sait que je suis pas comme ça aussi. Puis je pense, secrètement, j'ai comme l'impression qu'elle joue le jeu aussi de la fille tannée, mais c'est parce qu'elle réécoute aussi, Ben puis elle s'en oui. fait parler, puis C'est on bon. rit par après, puis elle me trouve tata. Avant de passer à une autre question, j'en ai une concernant tes enfants. OK? Quand ils seront adultes, Ouais. quand ils seront adolescents, ben, ton plus vieux est adolescent, je crois. Mon beau-fils a 11 ans. 11 Fait ans. que ben, OK. 11 ans, puis on dirait qu'il en a 17. Mais oui. 11 ans, bientôt 18. Et toi, c'est à travers quoi tu as passé ton cheminement, tes difficultés? Est-ce que tu projettes des fois ça dans tes enfants? Tu dis-tu, je vais être là pour mes enfants? Est-ce que tu veux... Est-ce que ça peut te faire peur, ça? Ben oui. pour tu les sais, enfants que tu as. C'est sûr que je veux donc pas qu'ils répètent les erreurs que j'ai fait. Je réalise aussi que je suis le papa et le beau papa. Fait que tu as beau les avertir à un moment donné. Mais tu sais, le premier soir où un de mes enfants va rentrer après sa première brosse, je vais avoir peur. Mais je veux absolument pas être le père ou beau-père qui, là, pogne les nerfs et fait t'as pas d'affaire à faire ça. Faut que tu l'accueilles là-dedans. Va falloir qu'ils fassent leur première connerie, eux autres aussi. Puis je le souhaite pas. Mais je vais être là pour eux autres puis pour les regarder aller. Mais je veux pas être celui qui va les castrer parce que ça fait l'effet contraire. Fait que, Puis souvent, avec les enfants, c'est ce qui fait le plus le travail, c'est l'inspiration. ouais. D'être une inspiration pour eux de par ce que l'on est plutôt Exact. que par ce Ouais, que ouais, l'on tu sais, dit. en anglais, lead by example, là, Ouais. tu sais, par l'exemple et par les actions. Mais en même temps, d'être là pour les écouter. Mais on a vraiment, on est privilégiés. Puis ça, je vais donner le crédit à Michael. Elle a une relation avec surtout avec Eden, avec son grand, qui est vraiment particulière, où il se parle de tout. Tu sais, c'est une bonne confidente, Michael, pour les enfants. Fait que j'ose croire qu'ils vont être capables de nous dire quand il y a quelque chose qui va pas, tu sais, qu'ils n'auront pas peur de. Tu sais, je serais bien mal placé pour juger quelqu'un qui l'échappe et qui a de la misère ces temps-ci. Fait que avec mes enfants, je veux être la même. Tu serais bien placé. Exact. À l'inverse, tu vas être bien placé Ouais, pour c'est si ça. jamais ils ont. On va prendre une autre question, Nicole. En fait, c'est de Ginette aussi qui demande qu'est-ce qui arrive avec un cercle d'amis avant la consommation. Mhm. Oui. Oui. Ben, en fait, tu sais, dans tout. Est-ce qu'on a entendu la question, Jonathan? Je vais la répéter. Ginette qui demande qu'est-ce qui se passe en lien avec les amis qu'on avait avant consommation, après consommation. Comment tu as vécu ça, toi, Étienne?
il y a du monde que tu dois tasser. Tu sais, c'est évident. Merci Ginette pour la discussion. Une des raisons pour laquelle j'ai admis aussi publiquement mes problèmes, c'est parce que je savais que ça allait faire aussi un tri naturel autour de moi. Des gens qui allaient plus vouloir être associés à moi. Il y a des gens qui allaient rester, puis ça allait être les vrais qui allaient rester, puis ceux qui devaient partir sont partis, puis c'est correct, puis c'est comme dans tout. À un moment donné, tu as vécu quelque chose de le fun, puis tu te revois, puis c'est le fun, mais puis il y a plein de bons mondes avec qui je me tiens plus. Parce que c'est plus compatible avec moi, puis je les revois, je les recroise, puis c'est bonjour, je suis content d'avoir, mais je peux plus aller là. Et Parce que c'est des gens qui c'est consomment triste et pas encore. triste. Ben oui, tu sais, puis T'aurais peur de... puis moi, je pourrais pas. Je peux juste pas, je suis juste plus là. Puis, ultimement, c'est pas de leur faute à eux autres que j'ai consommé. J'étais ma propre pire influence. Mais à un moment donné, ton cercle d'amis doit se rétrécir. Puis, c'est drôle parce que cette pandémie-là aussi je crois beaucoup tu sais, regarde les 5 personnes avec qui tu tiens le plus, puis tu vas devenir la 6e de cette gang-là. Tu sais, si tu tiens avec 5 personnes ultra positives, tu vas être la 6e personne ultra positive. Si tu es avec 5 personnes qui ont de la drive, puis qui veulent avoir du succès en affaires, mais tu vas être la 6e personne de ce groupe-là qui a de la drive et qui va avoir du succès en affaires. Puis si tu te tiens avec 5 crétins qui font juste bitcher dans le dos du monde, ben sais-tu quoi? Tu vas être le 6e crétin qui va bitcher dans le dos du monde. C'est comme ça. Parce qu'on est, si on veut pas, quand même influencé par les personnes qui sont importantes autour de nous. Fait que moi, cette pandémie-là m'a permis de faire comme, OK, à qui je me tiens le plus? Maïka, mon chum Alex, c'est ça. Puis là, je vais faire, tabarnouche, mon cercle est vraiment solide. Il est cool. Fait que ouais. Puis ça a permis justement, vu qu'on était limité dans nos liens, puis on ne pouvait pas voir bien du monde. Puis... Fait que l'entourage est super important. Ouais, vraiment important. Il l'était, puis il l'est encore plus maintenant avec l'expérience que j'ai. La famille élargie, tes parents, je ne sais pas si tu as des frères, sœurs. J'ai une grande sœur. Au début, tu en as parlé un petit peu de la honte par rapport à eux, de les avoir peut-être déçus et tout ça. Comment on arrive après ça à pas ressouder, mais à continuer autrement, puis que le lien demeure intact et bâti différemment? Ben, ça se fait avec le temps. Tu sais, dans les premières thérapies que je faisais, je revenais à la maison, puis là, j'étais en mode, je dois convaincre tout le monde que je vais bien. Puis tu sais, une maman, un papa, ça connaît une soeur, ça connaît son frère. Tu sais, tu le vois là, quand t'es en mode séduction, là, je vous dis, je vais super bien, j'ai fait telle affaire. Puis à un moment donné, t'es juste bien, puis t'as pas besoin d'essayer de le prouver. Puis ça vient avec le temps, ça vient avec juste de mettre ses énergies aux bonnes places. T'sais. Fait que, puis de s'excuser. Faire amende honorable là, quand t'as eu tort, quand t'as fait de la peine, quand t'as angoissé du monde à cause de tes actions. Il y en a qui dormaient mal, puis que ça commençait à affecter leur santé. À un moment donné, c'est de s'asseoir puis de demander pardon. Là, ces échanges-là, probablement très touchants avec tes parents. Ouais, puis c'est tough, parce que ça... C'est tough de s'excuser des fois. Tu aurais juste le goût de passer à autre chose, puis de prendre le temps de s'excuser pour de vrai, puis de s'excuser pour de vrai sans savoir si ça va être accepté. Dans le sens où tu t'excuses pas pour être pardonné, tu t'excuses pour faire comme « Hey, j'ai gaffé, c'était pas moi, puis je m'en excuse. » Puis raconte un peu, sans rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose, pas tout le monde qui aura à faire ça, d'avoir cette intimité-là, dans cet échange-là avec ses parents. C'est quelque chose, ça, là. Ouais. C'est un cadeau de la vie, en quelque part, non? Ouais, mais tu sais, ça a été tough, là, de voir mes parents à l'envers à cause de moi, de les voir découragés à cause de moi, de voir ma soeur, tu sais, écoute. Mais aujourd'hui, on est plus fort. Tu sais, puis je sais que je peux compter sur eux autres, puis mais je leur en ai fait vivre de toutes les couleurs. Là. Ils ont des cheveux gris puis blancs un peu à cause de moi. Puis ces échanges-là, là, où t'es comme en tête à tête avec tes parents, là, est-ce que tu vas comme... Est-ce que ce sont des moments marquants pour toi qui ont comme eu... qui ont déterminé le reste de votre relation, la vraiment, suite de votre relation? Ça a comme rétabli des bases, je dirais, tu sais, sans pas dire que ça a révolutionné tout, mais tu sais, moi, personnellement, avant ça, les quelques années précédentes, c'était
probablement plus des conversations en surface que j'avais un petit peu plus vides, alors que là, on est capable d'aller un petit peu plus deep, puis D'humain à ouais, humain. puis on plutôt est que... beaucoup dans la gratitude, tu sais, avec mes parents. On a, tu sais, eux autres sont des grands-parents comblés. Tu sais, ma sœur a 2 garçons. J'ai des enfants de mon côté aussi. Fait que, tu sais, on dirait quand, je sais pas, la famille devient de plus en plus importante aussi. Tu dis merci à quoi? Tu parles souvent de gratitude. Ouais, Ça je prend l'ai une pas grande encore place dans ta vie. déterminé. Je l'ai pas encore déterminé. Tu sais, il y en a qui disent merci la vie, merci à Dieu, merci à whatever, le côté spirituel auquel ils croient. Moi, je sais juste que c'est sûr qu'il y a une énergie, il y a quelque chose de plus gros que moi à quelque part là, qui fait en sorte que je crois pas tant au hasard. Euh, il y a des gens qu'on rencontre, puis j'essaie de rester ouvert d'esprit à ça. Fait que je remercie, je sais pas quoi, de la vie que j'ai aujourd'hui, puis je l'attribue beaucoup à la sobriété. Puis j'essaie pas de trouver les réponses plus que ça pour le moment. Encore une fois, je mets mes énergies, je pense aux bonnes places, c'est m'assurer que je me souvienne à tous les jours que je suis indépendant. Puis d'avoir le mix entre être super heureux de ce que j'ai aujourd'hui puis avoir la chienne de retourner où j'ai déjà été. C'est comme un espèce de petit mix. Ah, moi, je trouve que ça conclut tellement bien. On va demander à Nicole, y a-tu d'autres questions? Non? Je trouve que tu as bien résumé ton parcours, puis ces dernières phrases-là que tu viens de dire, c'est tellement ça. Merci. Aurais-tu quelque chose que tu aurais aimé dire ou que tu aimerais... aimerais-tu En fait, conclure avec quelque chose? ben, merci beaucoup pour cet entretien-là. C'est rare qu'on a la chance de développer autant, mais tu sais, les gens qui nous écoutent, qui sont passés à travers toutes sortes d'émotions eux aussi dans les dernières semaines, c'est normal. Là, là j'ai l'air du gars bien calme puis posé avec une belle spiritualité. J'ai eu des journées où j'ai rushé. J'ai eu des journées où j'étais angoissé puis j'étais pas du monde puis j'étais bête puis que le stress m'envahissait aussi. Puis c'est correct. Arrêtons d'essayer d'être parfait. Acceptez-vous quand ça va moins bien. Puis arrêtons de se taper sur la tête parce qu'on n'est pas parfait, ça n'arrivera pas. Fait que juste de prendre soin de vous autres, prenez soin de votre santé mentale. Puis soyons heureux, l'été est arrivé, le déconfinement est commencé, la suite va être belle. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Merci infiniment. Wow! Alors, je vous avais dit qu'à la fin de l'entretien, je vous dirais qu'est-ce qui s'annonce pour nous. Ça va se passer exactement comme ça, sur la terrasse, ici. Et vous êtes dans le confort de votre foyer. Les entretiens, vous allez pouvoir les visionner. Vous pouvez le dire aux gens aussi. 48 heures, c'est ça, Jonathan? Donc là, aujourd'hui, on est jeudi. Jusqu'à samedi soir, vous aurez accès à cet entretien. Fait que vous pouvez le réécouter. Vous pouvez en réécouter des bouts. On se veut des rencontres. Ces rencontres-là se veulent des rencontres d'inspiration. Alors, j'espère que ça a été le cas ce soir. J'en suis convaincue. Je veux vous dire qu'il y aura le 2 juillet prochain, jeudi 2 juillet prochain, je reçois Marie-Chantal Perron. Ensuite, le 16 juillet, jeudi, Guylaine Gay. Le 6 août, qui est aussi un jeudi, à 19h toujours, avec la même façon, vous utilisez la même façon pour nous joindre. Marie Laberge, le 6 août, jeudi le 6 août, et jeudi le 20 août, Pascal Wilhelmy. Donc, ce sera des rencontres comme ça, dans le même décor, le même contexte, la même durée. Pardon? Pardon? On va avoir une meilleure connexion Internet, mais moi, je veux vraiment remercier Jonathan, Nicole et toute l'équipe qui a permis que les rencontres aient lieu, parce que je vais vous dire, j'étais bien déçue. Au mois d'avril, début avril, j'ai reçu un courriel me disant que malheureusement, cet été, les rencontres, étant donné la pandémie, n'auraient pas cours. Puis ça m'a vraiment déçue parce que c'était la 3e année, puis moi, je suis très attachée à ces rencontres-là. Et là, quand j'ai su que ça avait lieu, j'étais tellement contente. Donc, merci beaucoup. Puis pour vous aussi, à vous, je dis merci parce que sans vous, ces rencontres-là ne peuvent avoir lieu. Je vous remercie beaucoup. Ah, puis j'avais quelque chose. Attendez, j'ai une petite joke pour vous.
puisqu'il n'y a pas de public, Étienne, c'est un peu pour toi un instant. J'aurais dû sortir ça avant. Étienne parle en attendant. OK. Parle en attendant. Ben, j'ai entendu la liste de noms qui s'en viennent. Guylaine Gay, que j'adore, qui va être là, qui a des bonnes BD, des bons livres aussi. Fait que. je Toi, pense est-ce que tu lis? Aimes-tu lire? Ouais, La lecture dans ta beaucoup, vie occupe beaucoup, quelle beaucoup. place? Depuis 2 ans, ça a repris beaucoup, beaucoup de place. Je viens de terminer la biographie d'Hélène Cyr, Oui! qui est une ancienne VP de Rwanda, Bombardier qui oui. est partie au Rwanda. J'ai adoré ça. Ça m'a vraiment, vraiment inspiré. Puis là, j'ai commencé un livre que je voulais lire. Ça doit faire 4 ans que j'ai envie de le lire. Et c'est la biographie d'Elon Musk, qui est un personnage particulier, le fondateur de Tesla puis de SpaceX, qui essaie de coloniser Mars. Et tout un personnage. Mais bref, j'adore lire. Puis, Des romans? Est-ce qu'il y a un roman qui t'a marqué? Je vais suggérer Dis-moi qui doit mourir de Marc-André Chabot, qui est le même auteur de ma biographie. Et c'est un polar, un roman policier, et pour hommes et pour femmes. Vous allez capoter. Répète le titre. Dis-moi qui doit mourir. Dis-moi qui doit Et mourir, c'est Marc-André une histoire Chabot. extraordinaire. C'est un page-turner. Tu lis ça, là, vous allez lire d'une traite et vous allez me remercier de vous avoir suggéré ce livre-là. Wow! Alors, Étienne, vu qu'on n'a pas de public et qu'on sait que les applaudissements sont super importants, tu sais, ça nous donne un high quand même. Alors, voici. Merci, cher public. Encore. Merci. Standing ovation. Oui. Oui. Wow. Merci beaucoup et on se retrouve le 2 juillet avec Marie-Chantal Perron.